Salut! Deux disclaimers avant de commencer la vidéo. Cette vidéo est la suite de la vidéo que j'avais publiée le 5 août 2016 intitulée « Du boycott de mon utérus », dans laquelle je parle de mon histoire avec mes règles. Donc, pour mieux comprendre cette vidéo, prenez le temps de regarder la première. Dans cette vidéo, je ne vais parler que de mon expérience, ce qui exclut malheureusement les femmes qui n'ont pas leurs règles et les personnes ayant leurs règles sans être femmes. Je vous prie de m'en excuser. Commençons. Une de mes résolutions de 2017 était de mettre fin à mon errance médicale, d'obtenir un vrai diagnostic et un traitement adapté à ce que j'ai. Je tiens d'ailleurs à vous remercier du plus profond de mon cœur, puisque avec ma première vidéo, j'ai reçu non seulement une tonne de soutien, mais aussi beaucoup de noms de professionnels de santé à l'écoute et compréhensifs qui m'ont aidé justement à avoir ce diagnostic. Donc, encore une fois, merci. Le 13 avril, j'ai donc pris rendez-vous chez une gynécologue qui m'a enfin écoutée et auscultée avec respect, c'est-à-dire tout ce que je voulais et tout ce que j'étais en droit d'attendre de la part d'un médecin. Elle a vraiment été géniale et je la recommande. De ce rendez-vous, j'ai tiré plusieurs choses. Mes douleurs ne sont effectivement pas normales. C'est normal que les échographies abdominopelviennes, c'est-à-dire avec le gel en externe, n'aient rien montré, vu qu'il faut une échographie pelvienne, c'est-à-dire à l'intérieur du vagin, pour voir quoi que ce soit. J'ai donc eu une ordonnance pour une échographie pelvienne pour suspicion d'endométriose au CIMI, le Centre d'imagerie médicale Italie, à Paris. C'est aussi normal que les pilules Cerazette et Microval, les deux pilules que j'ai prises, aient fini par ne plus faire effet puisqu'elles ne sont pas adaptées en cas d'endométriose. J'ai donc eu une ordonnance pour prendre la pilule Lilou en continu pendant 3 mois. Donc en 45 minutes, il s'est passé ce que j'attendais depuis près de 11 ans, c'est-à-dire quelqu'un de compétent qui m'écoute et part du principe qu'il faut me croire, des recommandations et conseils pour les prochaines étapes du processus, la reconnaissance d'un problème même si le diagnostic n'est pas officiel et la reconnaissance de l'impact que ça a sur ma vie. J'ai donc pu la voir écrire, notamment suspicion d'endométriose avec douleur invalidante sur mes ordonnances et ça fait un bien fou. Et une solution immédiate pour apaiser mes douleurs en prévision de mes prochaines règles. Je vous cache pas que, sur le moment, j'ai failli en pleurer de joie. J'ai attendu le premier jour de mes règles, c'était le 21 avril, pour commencer Lilou. J'ai douillé le premier jour, parce que j'ai décidé d'attendre 21h pour la prendre, parce que j'aime bien prendre ma pilule le soir plutôt que le matin. Mais dès le deuxième jour, ma douleur s'est transformée en juste un léger inconfort, avec un peu de nausée, mais rien de grave. Donc c'était absolument parfait. Le troisième jour par contre j'étais d'une humeur massacrante et vu que c'était le jour des résultats du premier tour des élections présidentielles, ça n'a absolument rien arrangé. Et à partir du 4e jour, les effets secondaires se sont un peu calmés, à part toujours mes sautes d'humeur. Vraiment, j'étais vraiment de mauvaise humeur pendant à peu près 2 semaines et j'ai pas mal perdu d'appétit. Et du 17 au 27 juin environ, j'ai eu des mini-saignements, ou spotting, comme on les appelle, tous les jours. Rien de grave, mais assez pour ruiner des culottes et me saper le moral parce que il s'avère que des saignements comme ça peuvent être un signe que la pilule ne fonctionne pas. Et qu'il va falloir trouver une autre solution. Et je ne sais pas combien d'options il me reste, puisqu'il n'y a pas tant de pilules que ça qui sont adaptées à l'endométriose en fait. Donc je ne sais pas si j'ai une solution. Et en attendant cette solution, il faudrait que j'ai mes règles. Et ça, bah non, en fait, je ne veux pas. Le 2 mai, je suis allée à mon échographie pelvienne au CIMI. Avant ce rendez-vous, j'ai eu un questionnaire à remplir pour identifier mes symptômes, avec des questions du genre l'âge auquel j'ai eu mes premières règles, l'intensité de mes douleurs sur une échelle de 1 à 10, On a scale of 1 to 10, how would you rate your pain? si j'avais des douleurs aux lombaires, aux épaules, dans la région pelvienne pendant mes règles, si mon système digestif et intestinal était, perturbé par mes règles, si je devais m'absenter des cours ou du travail à cause de mes douleurs, et si je prévoyais d'avoir des enfants un jour. Et une échographie pelvienne de 5 minutes et 140 € plus tard, oui, j'ai eu mon diagnostic officiel, celui que je cherche depuis près de 6 ans pour une maladie que j'ai depuis environ 11 ans. Je suis bel et bien atteinte d'endométriose. C'est le moment où, d'un côté, t'es contente parce que enfin tu sais ce que tu as et tu n'étais pas folle, mais d'un autre côté tu dis merde,
Je suis malade, bordel. Quand même. Ouais. J'en ai profité pour récupérer de la documentation sur la maladie puisque le médecin qui m'a examiné a publié des informations sur l'endométriose, ce qui m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de ce qui m'arrive. Et je vais partager certaines de ces informations, qui du coup sont de sources sûres, avec vous. Donc voilà la documentation que j'ai reçue. Qu'est-ce que l'endométriose ? L'endomètre est la muqueuse qui recouvre la face interne de la cavité utérine et qui réagit aux hormones au cours du cycle menstruel. En troisième partie du cycle, les oestrogènes sécrétés par le follicule ovarien font croître l'endomètre. Après ovulation, la progestérone sécrétée par le corps jaune rend l'endomètre apte à la nidation de l'œuf et limite sa prolifération. La chute brutale du taux de ces deux hormones entraîne l'apparition des règles. Ce phénomène permet l'élimination cyclique de l'endomètre par voie vaginale. En gros, c'est un truc qui apparaît dans les parois de l'utérus, qui grossit pendant les règles parce qu'il pense que du coup ça va servir pour accueillir un bébé. Au moment des règles, il se rend compte que bah merde, je sers à rien, et il est censé partir par le vagin. Et c'est ça les règles, en gros. Ça c'est le déroulement normal. Néanmoins, à l'occasion des règles, une partie des cellules endométriales ne suit pas forcément le cheminement habituel des règles vers le vagin, mais peut refluer vers le haut par les trompes dans la cavité péritonéale. Donc en gros, ces cellules, donc l'endomètre, au lieu de descendre et de faire son job, c'est-à-dire d'être dans les règles et de descendre et c'est tout, et de finir dans ton tampon, ta serviette, ta cup, machin, il se rebelle en fait et se dit bah non, je vais aller voir autre part en fait et sème le chaos dans ton utérus et les organes environnants. Et parmi les organes environnants, il y a quand même donc les ovaires, l'urtère, l'utérus, le rectum, la vessie, le sphincter, l'urètre. C'est quand même des trucs plutôt importants. On est d'accord dessus. Et a priori, si t'as des cellules qui sont pas censées y être et qui vont vers ces organes-là, tu douilles. Et en général, c'est de là que ça vient. Ce phénomène physiologique est habituel et pour la plupart sans conséquence. En effet, les cellules endométriales, placées dans cette situation, sont transformées par le péritoine, membrane qui enveloppe tous les organes situés dans la cavité abdominale à l'exception des ovaires, donc tout ce qu'on a cité plus tôt, l'urtère, l'utérus, le rectum, etc., et sont éliminés par un phénomène de résorption. Normalement, donc tout va bien. Sauf que, dans certaines circonstances, ces mêmes cellules peuvent se fixer aux organes avoisinants, comme on les a cités, et se multiplier, ce qui fait des amas de cellules sur les organes, qui n'ont pas à être là à la base. L'incapacité du péritoine à éliminer ces fragments d'endomètre est à l'origine de l'endométriose. Les lésions qui se constituent alors, parce que quand il y a des trucs qui s'accrochent sur des organes, forcément ça fout le bordel, sont dépendantes de la sécrétion hormonale d'œstrogènes par les ovaires. C'est la raison pour laquelle l'endométriose existe exclusivement de la puberté à la ménopause. C'est pourquoi son traitement symptomatique peut nécessiter le blocage de l'activité hormonale ovarienne. D'où la solution la plus commune en fait en cas d'endométriose qui est de prendre une pilule en continu qui stoppe les règles en fait, tout simplement. Voilà en gros le fonctionnement scientifique et une définition claire et précise de l'endométriose. Normalement cette plaquette doit être disponible en ligne, je suis à peu près sûre de l'avoir vue, sur du coup le site du centre de l'endométriose du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Mais si je ne la retrouve pas ou si vous ne la trouvez pas, je peux m'arranger pour éventuellement scanner cette plaquette et vous la mettre à disposition par un moyen que je trouverai. Donc tenez-moi au courant si ça vous intéresse. Donc à la suite de cet examen, j'ai appris encore une fois pas mal de trucs sur maladie. Je n'ai pas beaucoup de lésions, la maladie n'est par chance pas très développée. Mais le peu de lésions que j'ai sont situées à des endroits qui les rendent très douloureuses, comme par exemple la vessie, les reins, etc. Ce qui justifie absolument le fait que je puisse m'évanouir de douleur ou vomir de douleur par exemple. J'ai aussi appris que vu que du coup la maladie n'est pas très étendue, je peux avoir des enfants. Ce qui, que j'en veuille ou non, est vraiment un soulagement en fait. Parce que premièrement, ça me donne un choix que je ne voulais pas me voir retirer à seulement 22 ans. Et deuxièmement, parce que ça me redonne du contrôle sur mon corps. Parce que s'il y a bien une caractéristique qui me marque chez l'endométriose,
Et ces traitements, c'est le contrôle que tu perds sur ton corps. Parce que c'est une maladie qui du coup affecte la relation à ton corps, qui t'aliène par rapport à ton corps, parce que tu ne comprends pas forcément ce qui t'arrive, tu ne peux pas l'empêcher, ta vie, parce que du coup, y a beaucoup de choses que tu ne peux plus faire, et les traitements agissent majoritairement sur tes hormones. Donc, mon acné, ma libido, mon humeur, mon poids et beaucoup d'autres choses sont d'autant de facteurs que je ne gère absolument pas actuellement. Donc pouvoir me dire qu'au moins si je veux des enfants, je peux en avoir, c'est cool et ça me dissuade un peu de ne pas me faire une hystérectomie, me faire retirer l'utérus et être ménopausée à seulement 22 ans. Enfin, ce médecin m'a dit que la seule solution était celle que j'expérimentais depuis des années et qui est d'arrêter mes règles puisqu'elles font progresser la maladie. Je dois donc trouver une pilule qui me convienne et la prendre tout le temps. À part pour des potentielles grossesses, jusqu'à la ménopause. Donc je reste sous pilule, je continue ma vie et je vais surtout commencer à me pencher sur les causes possibles et les conséquences de l'endométriose pour les femmes. Parce que je ne vois pas grand-chose de la part du corps médical sur le sujet. Et les 2 seuls sujets d'études que j'ai vus sur l'endométriose, ce n'étaient pas les causes, mais les conséquences. Et les 2 seules conséquences qu'on peut trouver susceptibles d'intérêt aujourd'hui pour une maladie qui touche les femmes, ce sont premièrement le fait qu'elles ne puissent pas avoir d'enfants et deuxièmement le fait que leurs compagnons masculins se plaignent de leur vie sexuelle. Voilà, donc on a une maladie qui atteint les femmes, donc les femmes souffrent et on pense au fait qu'elles ne puissent pas pondre et donner du plaisir à leur mari. Je vais rester calme, je vais rester calme. Non, je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver. Non. Voilà, donc, du coup, vu qu'apparemment beaucoup de gens s'en battent les couilles, je vais essayer d'aller chercher les réponses moi-même dans la mesure du possible. Parce qu'évidemment, je ne fais absolument pas partie d'aucune communauté scientifique, je n'ai pas de diplôme absolument dans aucun domaine scientifique ou médical, mais il y a quand même des trucs qui me choquent, notamment le fait qu'à l'issue de mon entretien après mon échographie pelvienne, je me suis interrogée du coup avec le docteur sur les causes possibles de la maladie, et il a dit qu'il y avait quand même une part d'environnemental en fait dans ces causes, que c'était notamment lié à tous les perturbateurs endocriniens. Et ça m'a fait penser à une émission que j'avais écoutée à la radio quand j'étais chez mon père en Martinique, qui disait que beaucoup de femmes antillaises, les femmes antillaises étaient réputées pour avoir des utérus en carton. Et je me dis qu'en fait, c'est pas déconnant vu qu'on a pas mal de perturbateurs endocriniens en France, vu que, et on l'a vu récemment avec certains articles, la France métropolitaine est connue pour envoyer dans les pays d'outre-mer et les pays d'Afrique les pesticides qui ne sont plus tolérés sur son sol. Les pesticides comme le chlordécone qui est reconnu pour foutre le bordel en général dans le corps humain. Je suis pas sûre, mais je pense qu'il y a un truc à creuser là. C'est pas anodin que les femmes africaines et les femmes antillaises soient aussi sujettes à de telles maladies, alors qu'on sait que justement elles sont plus souvent exposées à des produits dont on ne veut pas en France. C'est une piste. Il y a aussi toute une piste sociologique qui est aussi le syndrome méditerranéen, comme on l'appelle, le fait de minimiser la douleur des personnes racisées et de penser plus facilement qu'elles simulent ou qu'elles exagèrent, ce qui, je pense, a dû contribuer à retarder mon diagnostic. Et voilà, c'est beaucoup de pistes que j'aimerais creuser. Et je sais pas forcément comment je vais m'y prendre maintenant, mais je pense que c'est important de moins de savoir d'où ça vient avant de se poser des questions sur les conséquences et surtout des conséquences telles que la vie sexuelle des hommes. Bref. Voilà. Si vous pensez que vous souffrez d'endométriose ou si vous avez déjà votre diagnostic, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça peut faire vraiment du bien. Ça peut éveiller d'autres personnes à se faire diagnostiquer, ou au moins ça peut vous apaiser. Et si vous n'avez personne à qui parler, j'ai créé un salon spécial endo dans mon Discord où on peut en parler de manière safe. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle a été assez explicative et exhaustive, et désolée que ce soit si long.
Je pense pas que je ferai une partie 3. Je pense que le sujet est assez couvert. Peut-être que s'il y a d'autres rebondissements dans cette maladie, j'en parlerai. Mais voilà, je pense que j'ai pu apporter tous les éclaircissements nécessaires dont je disposais. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, me suivre sur Facebook et Twitter, où des fois je suis pertinente et des fois pas. Vous pouvez du coup venir parler avec moi sur mon Discord, venir me poser des questions, vous tenir au courant de l'avancement de vidéo, parce que des fois, de temps en temps, je pose des petits messages, parler endométriose et d'autres sujets. Vous pouvez aussi me suivre et me soutenir sur Tipeee. J'essaye de récolter environ 600 € pour m'acheter une caméra, puisque là je filme avec une webcam, donc je ne peux absolument pas bouger. J'aimerais pouvoir faire des vlogs, interviewer des gens, et voilà. Et ça, pour ça j'ai besoin de vous. Et voilà.